On parle de feux de forêt depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est quelque chose qui revient de façon récurrente chaque année. On pense à l'Espagne, on pense à la France, mais chez nous aussi, il y a 1000 incendies actifs présentement, 5000 pompiers qui sont déployés partout à travers le Canada. Mais quand on pense à ça, il y a souvent des gens qui vont nous dire « c'est normal, les feux de forêt, il y en a chaque année. Ça permet la régénération de la forêt. Vous paniquez pour rien, vous êtes éco-anxieux. » Puis l'environnement a pris une espèce de 2, 3, 4e place dans le discours public. C'est comme si on est tanné d'en entendre parler, mais pourtant, ça fait quand même partie des enjeux. Pourquoi ce n'est pas payant politiquement? Mathieu Lanneuville, président directeur général de Réseau Environnement, est avec nous. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour. Bon, pourquoi l'environnement, dès qu'on parle de ça, là, ça nous fait grincer des dents puis on a le goût de tourner une page, on n'a pas le goût d'en entendre parler? Probablement plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, des fois, on trouve que des fois, les politiciens et politiciennes, ça peut être moralisateur. Alors, on aime ça aussi, pouvoir décider. Ça a été un enjeu des fois qu'il y a eu avec l'environnement. L'autre chose aussi, c'est avec quand même l'élection de M. Trump aux États-Unis. On l'a vu sur la scène internationale, qu'on était dans les dernières COP, les dernières grandes conférences sur le climat international avec l'ensemble des décideurs de la planète. Ça a quand même un impact. Versus Biden, qui avait beaucoup d'investissements dans les énergies renouvelables, et ça avait un impact avec notre économie qui est très liée. Et tout ça, quand même, c'est des choses qui se passent autour de nous, mais quand même aussi, il y a une différence, je pense, qui est bonne à amener dans la nuance, c'est que c'est peut-être pas en ce moment dans les plateformes pour les prochaines élections provinciales, mais quand on regarde les sondages, c'est très présent au niveau des Québécoises et Québécois. Si on regarde le dernier sondage qui a été fait en juin dernier, plus de 80% des Québécois souhaitent que les stratégies industrielles ne mettent pas à risque la santé publique. Quand on regarde les dernières élections municipales aussi, en octobre dernier, à l'automne dernier, plus de 80% des citoyens et citoyennes voulaient que les municipalités en fassent plus pour les changements climatiques. Alors, c'est quand même une stratégie qui est gagnante, mais il faut la mettre de l'avant. Et comme vous le dites, des fois, c'est juste avec des incidents qu'on y revient. Mais parfois aussi, ça donne l'impression qu'on va accuser le consommateur. Tu recycles pas assez, tu consommes trop d'eau. Puis on regarde les industries, puis on se dit, est-ce que c'est nous, simples citoyens, qui peut faire quelque chose ou c'est pas plus gros que nous, finalement? Bien, c'est tout le monde ensemble. Souvent, la réponse est nuancée. Évidemment, oui, comme citoyens et citoyennes, on peut faire une différence, mais c'est sûr que si après ça, on voit que nos politiques publiques, autant gouvernementales que nos industries, ne sont pas alignées, mais ça peut être tannant. Et c'est pour ça que dans nos recommandations chez Réseau Environnement, on fédère vraiment l'ensemble des expertes et experts du Québec pour arriver avec des solutions concrètes pour l'ensemble des parties prenantes. Et oui, les citoyens et citoyennes en font partie, mais ça prend des choses concrètes. On parlait, par exemple, de véhicules zéro émission, des cibles de carboneutralité qu'on veut atteindre, mais aussi les infrastructures en eau. Pour nous, c'est un des enjeux le plus négligés actuellement au Québec, avec un déficit de 20 milliards de dollars dans nos infrastructures en eau. Et pour nous, c'est un enjeu prioritaire pour les prochaines élections. Mais ça, qu'est-ce qu'on devrait faire? Actuellement, là, on n'est pas tout le temps au courant, là, mais on a un parc d'actifs de 200 milliards de dollars. C'est-à-dire que toutes nos infrastructures, là, les aqueducs, les égouts, les installations de production d'eau potable, si on mettait tout l'aqueduc bout à bout, on ferait le tour de la planète avec. C'est pour dire le nombre d'aqueducs qu'on a au Québec. Malheureusement, on a beaucoup qui sont en très mauvais état. Et ça, ça demande vraiment une cure de rajeunissement des investissements. Mais ça, outre les geysers qu'on a vus dans les dernières années, qu'est-ce que ça engendre d'avoir mal entretenu nos infrastructures d'eau? Vous l'avez bien mentionné, les geysers en font partie, mais ce geyser-là, s'il est arrivé, je sais que ça avait un impact. Mais ça a encore un impact. Novo a changé justement ses locaux suite à ça. Mais ça l'arrivait devant un hôpital où est-ce que des gens qui ont des soins de dialyse avec de l'eau potable, ça l'arrivait dans un quartier résidentiel où est-ce qu'il y a un feu qui arrive en même temps puis qu'on a besoin d'éteindre un feu, qu'on utilise l'eau potable aussi. Dans le fond, c'est une gestion de risque, l'environnement. Plus qu'on attend, mais plus que le pari est risqué. Est-ce qu'on va attendre? L'Ontario, malheureusement, a eu un incident dans les débuts des années 2000 qui s'appelle le Walkerton. Malheureusement, il y a eu des morts. Après ça, l'Ontario s'est autofinancé, justement, sur les services en eau. Au Québec, on souhaite que les partis politiques, justement, puissent mettre ça de l'avant. Puis ça ne veut pas dire que le Québec a à dire « j'assume l'entièreté de la facture », mais se dire « on va prendre un leadership, puis on va regarder comment on peut travailler avec le fédéral, avec les municipalités pour y arriver ». Et ça, quand même, là, ça a été marqué par la vérificatrice générale du Québec il y a quelques semaines, par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Réseau Environnement fait aussi partie d'un groupe tactique avec la PCHQ, plein d'autres organisations du milieu de la construction, parce qu'il y a 36 000 logements en ce moment au Québec qu'on ne construit pas à cause de ces infrastructures en eau-là. Alors vraiment, les associations... Parce qu'on n'a pas accès à l'eau, dans le fond? Oui, on a une quinzaine de municipalités qui sont en moratoire actuellement au Québec, qui ne peuvent pas plus se développer à cause qu'on n'a pas justement ces infrastructures qui sont en place. Alors pour nous, c'est vraiment important de ramener ça parce que c'est pas nécessairement sexy. Les infrastructures, c'est sous la terre, c'est pas comme dérouler des rubans puis ouvrir une nouvelle école, un nouvel hôpital, mais c'est tout aussi important parce que sans eau, on n'a justement pas ces services-là par la suite. Mais est-ce qu'à Montréal, pour l'entretien de notre aqueduc égout, est-ce qu'on est plus négligent qu'ailleurs dans le monde?
Ou un meilleur au pays? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on regarde historiquement quand même, l'Amérique a été colonisée de l'Est vers l'Ouest. Fait que c'est sûr que le Québec étant à l'Est, on a des infrastructures qui sont plus vieilles, par exemple, si on se compare avec l'Ouest canadien qui a été développé plus tard. Par contre, qu'est-ce qu'on voit quand même dans le reste du Canada? Je vous parlais de l'Ontario. Eux autres, ils ont pris ça en main. Par exemple, on va à Toronto, c'est 5 $ du mètre cube, le principe utilisateur-payeur, comme on peut voir aussi en Europe, de dire, j'ai un coût lié à ma consommation en eau, comme on a pour l'électricité, comme on a sur nos données de cellulaire. Donc là, vous suggérez les compteurs d'eau. Ça fait partie du coffre à outils pour nous qui est disponible. Le plus important, c'est pas tant le compteur que de dire on autofinance le service public. Après ça, il peut y avoir des compteurs, il peut y avoir des taxes foncières comme c'est actuellement le cas. Il peut y avoir un paquet de mécanismes financiers. Mais ce qui est préoccupant, c'est que là, on laisse un leg aux générations futures avec pas juste une dette de 20 milliards avec ces infrastructures-là, mais les infrastructures désuètes, c'est à risque pour des dommages pour la santé humaine, pour nos écosystèmes aussi. Mais c'est sûr qu'il y a un mot quand même dans ce que vous dites, taxes. Payer plus, compteur d'eau, c'est sûr que ça nous tente moyen d'être encore plus taxé qu'on l'est déjà. Oui, c'est un gros enjeu. Puis c'est pour ça que c'est pas tout le temps sexy. Vous l'avez parlé en début d'entrevue, de dire on s'en va en campagne électorale, de dire où est-ce qu'on investit. C'est toujours plus intéressant de dire je vais faire, par exemple, si on prend notre maison, je vais faire un nouvel étage plutôt que rénover toute ma salle de bain qui est en misère. Mais la réalité en ce moment, c'est qu'on a de la difficulté à entretenir notre parc d'actifs actuellement au Québec. Puis là, je parle des infrastructures en eau, mais même chose pour nos écoles, nos hôpitaux. Et pour nous autres, c'est important quand même, en tant qu'experts, de rapporter ça quand même, parce que sans l'entretien de ça, on va arriver avec des catastrophes qui est une question de temps. Mais quand on regarde même par rapport, il y a un article qui est sorti de la presse il y a quelques semaines, quelques jours déjà par rapport aux morts. On disait 3600 morts prématurées qui risquent d'être causées d'ici 2034 à cause des fines particules dans l'air. Mais il me semble que c'est gros, ça, c'est fou. C'est une nouvelle étude qui est sortie par rapport à ça. Oui, tout à fait. Puis c'est ça qui est très avec l'environnement. C'est pas comme le panier de l'épicerie, le coût de la vie que souvent on va voir en politique. C'est des répercussions que vous me mentionnez qui sont étalé dans le temps, mais aujourd'hui même au Canada, c'est 2500 morts par année de façon prématurée à cause de la qualité de l'air. Et c'est simple. La qualité de l'air qu'on regarde à Montréal, oui, on a arrêté, on a réglementé les foyers, par exemple, les foyers au bois, puis c'est simple. La qualité de l'air, c'est tout ce qu'on brûle. Puis qu'est-ce qu'on brûle le plus dans une ville? C'est nos combustibles fossiles avec les voitures. Évidemment, les transports prennent une grande place. Alors, c'est pour ça que pour nous, c'est important de ramener ces études-là et de démontrer comment c'est rentable, justement, d'investir dans l'environnement. On est mêlés parce que là, Mark Carney nous parle d'un oléoduc dans l'Ouest. Oui, ça, c'est un autre enjeu au niveau fédéral, mais si on se concentre aux élections provinciales qui s'en viennent quand même, on est fiers au Québec, on a l'hydroélectricité, on est fiers de notre capacité qu'on a en énergie renouvelable, mais misons là-dessus, misons sur l'efficacité énergétique. Et arrivons justement, tu sais, quand je parlais des infrastructures en eau, on a démontré que pour chaque dollar investi, on a un retour sur investissement de 1,72 $. Parce que quand ces geysers-là, ils arrivent, qu'est-ce qui arrive? Ça fait des dégâts. Et après ça, les dégâts, les assurances, ils vont repayer les citoyens des commerces, mais ils se tournent vers les villes, ils poursuivent les villes et on perd beaucoup de sous collectivement quand ces fléaux-là arrivent. Présenté comme ça, c'est un peu plus sexy parce que s'il faut payer plus, le message est dur à passer. On vous garde avec nous parce que Richard Martineau, que vous allez retrouver cet automne dans l'émission du Retour, que vous pouvez lire tous les jours dans le Journal de Montréal, est en vacances en Europe, à Paris. Il accepte de nous parler. On le sort de ses vacances. On est smart de même. Richard Martineau, merci d'être là. Salut, je suis revenu hier, je suis à Montréal. Oh, t'es pas trop au décalage horaire? Non, ça va, mais je suis très content parce que ici, la température, elle est supportable. J'étais à Paris pendant 1 mois. Je n'ai jamais eu chaud comme ça de toute ma vie. C'était 1 mois de canicule. Je suis déjà allé au Japon à 2 reprises l'été. Au Japon, l'été, t'en parleras à Benoît Dutrisac, il était là aussi. C'est hyper chaud, sauf qu'au Japon, l'été, tout est climatisé à l'intérieur. Les cinémas, les musées, les commerces sont climatisés. À Paris, les habitations, les commerces ne sont pas chauffés, puis ils ne sont pas climatisés. Les bâtisses, les bâtiments sont faits pour le mois de mai. Tu comprends? Oui. Quand il ne fait pas trop froid, quand il ne fait pas trop chaud. Donc, j'ai chialé tout le long en disant, veux-tu bien dire comment ça se fait que tu vas au cinéma et c'est pas climatisé? Tu vas dans des musées, c'est pas climatisé. Et j'ai croisé à Paris Christian Rioux, qui est chroniqueur au journal, entre autres, et il me disait, Richard, arrête avec la climatisation, parce que la climatisation, ça accentue le problème, parce que ça expulse de l'air chaud à l'extérieur, donc ça rend l'air encore plus chaud. Ce qu'il faut, c'est t'habituer à la chaleur ambiante, faire comme les Espagnols, par exemple, entre midi et 3 heures, ils font rien.
ils font, ils font la siesta. Donc, mais tu sais, c'est quand même inquiétant. Là. Mais comment tu as vécu? Parce que tu disais dans l'article que tu as écrit en fin de semaine au Journal de Montréal que c'est pas seulement le plus chaud à Paris que tu as vécu, c'est le plus chaud point de ta vie. Comment ça a eu un impact sur tes vacances? Ben, écoute, ça a un impact. C'était très difficile parce que moi, je marchais de terrasse en terrasse. Là, tu sais, j'allais prendre un verre d'eau, une limonade, une crème glacée, etc. C'était très dur. Et tu sais, je veux dire, quand on parle là, de réchauffement de la planète, là, c'était concret. L'affaire, c'est que, tu sais, là, je le voyais, c'était concret. Et l'affaire, c'est que ça demeure abstrait. Souvent, pour les gens, c'est abstrait. Mais là, quand tu vois où c'est chaud comme ça, c'est très concret. Sauf que l'être humain est un être irrationnel. Tu sais, je raconte dans ma chronique que je suis allé sur une terrasse. Excuse d'ailleurs, j'ai un problème de voix, parce que j'avais tellement chaud. Et ici, j'ai quasiment froid. Là, donc, c'est fou! Ça a un impact sur ta voix. Il y avait un bonhomme qui fumait, puis il toussait, là. Il crachait ses poumons, puis il continuait à fumer. Et en le regardant, j'ai dit, tabarnouche, ça, c'est pour ça que le discours écologique ne pogne pas près de la population. C'est parce qu'on est des êtres irrationnels. T'as beau dire, écoute, la cigarette, c'est mauvais pour ta santé, on va continuer à fumer. T'as beau dire, c'est mauvais le pétrole, c'est mauvais le climatiseur pour le réchauffement de la planète, on va continuer à l'utiliser. Mais à chaque fois qu'on parle d'environnement, il y a toujours des gens sur la messagerie qui vont nous dire « Gang d'éco-anxieux, vous exagérez, vont rouler des yeux par en dedans jusqu'à se fouler l'orbite ». Il y a toujours ces réactions-là quand on parle d'environnement. Oui, il y a tout le temps ces réactions-là, parce que peut-être le discours a été souvent alarmiste en disant, tu sais, il y a eu le film d'Al Gore, il disait en 2025 il va se passer toutes sortes de catastrophes. Finalement, ces catastrophes-là ne se sont jamais avérées, c'est jamais arrivé. Donc les gens disent, vous exagérez peut-être. Il y a le côté aussi, comme je te dis, on est irrationnel. T'as beau arriver avec tous les faits, avec des vidéos, avec écoute, en France, c'était des records qui tombaient jour après jour au point de vue de la température. Et t'as beau arriver avec les données, les gens ne le croient pas en disant non. C'est que l'être humain est un être irrationnel, c'est pas un être rationnel. Mais toi, en voyant ça, est-ce que ça va changer quelque chose ensuite dans ton quotidien? Est-ce que tu vas changer quelque chose? Il s'agit de changer nos habitudes, mais je vais continuer de voyager en avion, même s'il y a des écolos qui disent il faut pas voyager en avion, on a une vie à vivre et moi j'ai le goût de voir ce qui se passe ailleurs. Mais c'est certain que changer des habitudes, écoute, peut-être moins chauffer l'hiver, puis mettre deux, trois chandails de laine, peut-être pas mettre nécessairement de l'air climatisé, puis t'habituer à vivre avec la chaleur en disant, ben coudonc, l'été, il fait chaud, puis on va s'habituer à vivre avec la chaleur plutôt qu'à lui tourner le dos. Donc, mais écoute, c'est vraiment, je pense que j'ai vu cet été les effets de ça, puis en disant, ben si ça va être comme ça maintenant tous les étés, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir prendre nos vacances maintenant au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de mars, et de ne pas prendre nos vacances au mois d'été parce que ça va être totalement intolérable là, de prendre nos vacances partout parce que c'est trop chaud. Est-ce qu'en un mois, tu as réussi à tolérer davantage la chaleur? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça finit par devenir l'habitude? Il faut dire que moi, même s'il fait bien chaud, je mets pas de short. Je sais pas pourquoi, là, il va falloir que je vais voir un psy à un moment donné. T'es pudique de la jambe? J'avais encore des pantalons longs, des bas dans mes souliers, puis des chemises à manches longues. C'est peut-être un des problèmes que j'ai aussi. Là, il va falloir que je m'habille un peu été, estival. Mais même les gens, même Sophie qui était à côté de moi, qui était habillée avec sandales, shorts et tout ça, elle avait énormément chaud. Et là, on se demande, est-ce que ça va être le nouveau normal? Est-ce que ça va être comme ça maintenant tous les étés en Europe? Et ça veut dire que il va falloir vraiment changer nos habitudes de vie, parce que je te le dis, là, moi, je ne repasse pas un été en Europe chaud comme ça. Ça n'a pas de sens. Je vais rester sur le bord d'une piscine ici à Montréal ou dans un lac, là. Donc, je pense que là, on commence à voir les effets, puis il va falloir changer nos habitudes parce que ça ne se réglera pas tout seul. Puis, il y a la pensée magique en disant la science va trouver quelque chose. La science va trouver une solution, là. On va trouver quelque chose à la dernière minute, puis tout ça, là, ça va aller bien comme dans les films. Ben, peut-être pas.
peut-être pas, tu sais. Puis en attendant que la science trouve quelque chose, il faut peut-être changer effectivement nos habitudes. Richard Martineau, on vous revoit en forme, donc je vais vous laisser filer pour que votre voix se stabilise puis que vous puissiez profiter de vos cannes un peu blanches, là. Oui, ben tu sais, je passais d'un air climatisé à l'autre, c'est peut-être pour ça. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Merci. Bonne continuité de vacances. Mathieu Laneuville, qui est toujours avec nous, président directeur général de Réseau Environnement. Vous entendez Richard Martineau qui arrive d'Europe, la chaleur aussi. Puis sa voix même, il est en train de nous lâcher, le pauvre Richard. Là, ça, c'est particulier, ça vous étonne pas? Ben non, c'est les effets des changements climatiques. Puis ça vous fait sourire même. Richard l'a bien mentionné. Des fois, on s'attend à ce que... quand il a dit la science va trouver quelque chose, mais la science a déjà trouvé les solutions. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'actuellement, c'est un courage politique qu'on a besoin parce que la science, on sait très bien c'est quoi qu'il faut faire. Il faut des véhicules zéro émission. Il faut par exemple, des étiquetages. Tu sais, quand on disait, Richard, qu'est-ce que tu vas changer dans le quotidien? On n'a pas le temps de réfléchir à tout ça dans notre quotidien. On a déjà pris à faire toutes nos activités. C'est pour ça que ça prend des politiques avec de la réglementation qui fait du clé en main pour les citoyens et citoyennes, avec des outils d'éco-fiscalité où est-ce que le gouvernement, justement, prend en charge ces directions-là et qu'on suit comme citoyen. On n'a pas, nous autres, au quotidien, à toujours réfléchir quel choix qu'il faut que je fasse pour que ça aille bien. Deux choses avec ce que tu me mentionnes. Première affaire, il y a une campagne qui s'en vient pour les prochaines élections. On n'entend pas vraiment parler de ça. C'est pas très sexy non plus dans le discours. Difficile d'attirer l'attention quand tu parles d'environnement. On dirait qu'on veut changer de poste. L'autre affaire, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'environnement, il faut que ça nous coûte plus cher. C'est ça aussi l'enjeu, où on est dans un contexte, on a de la difficulté à se loger, l'inflation, la nourriture. C'est sûr que l'environnement, on se dit, je vais commencer par payer ma nourriture, je vais commencer par vivre ma vie, puis un jour, je penserai à l'environnement. C'est sûr que quand tes besoins de base ne sont pas comblés, c'est comme si l'environnement, ça devient un peu flou, là. Oui, puis tu l'as bien mentionné, le panier d'épicerie, c'est un bon exemple, parce que le panier d'épicerie, on se dit, c'est ça qui dans notre quotidien, qui fait une grande différence. Mais si on continue d'avoir des sécheresses comme il y a là, si on continue d'avoir des inondations comme il y a là, si on continue d'avoir des feux comme qu'il y a actuellement, c'est tous des facteurs où est-ce que ça va avoir un impact aussi sur notre agriculture et ça va se répercuter aussi sur le panier d'épicerie. Évidemment, pas demain matin, mais oui, ça y vient. Et quand on parle la prochaine campagne électorale qui s'en vient là, pour le 5 octobre prochain, quand même, Réseau Environnement, on a rencontré les partis politiques, on a proposé des recommandations concrètes dans chacun des secteurs. On a eu de l'écoute. Actuellement, la seule chose, c'est que les plateformes ne sont pas sorties. Mais comme citoyen et citoyenne, des fois, on se dit qu'est-ce que je peux faire pour faire une différence? Mais voter, c'est une grande différence. Regardez qu'est-ce qu'il va y avoir dans les plateformes. Parce qu'il y a beaucoup de partis qui nous ont dit wow, il y a des choses intéressantes. Parce que pourquoi, chez Réseau, on a démontré quelles mesures sont investissements rentables. Alors, pas juste dire justement ça a un coût. Par exemple, quand je parlais des infrastructures en eau, on a démontré que pour chaque dollar investi, on a un retour de 1,72 $. Quand on parlait de la qualité de l'air aussi, on a fait des études qui démontrent comment c'est rentable. Quand on parle aussi de toute l'élimination, parce qu'au Québec, 3 % de notre économie est circulaire. 97 %, c'est linéaire, c'est-à-dire qu'on prend les matières premières, on les consomme, on les élimine. Alors, on a trouvé des façons de faire des débouchés pour qu'on réutilise, qu'on valorise nos matières résiduelles, qu'on construise en pensant déjà à déconstruire pour que quand on va déconstruire, on va pouvoir réutiliser ces matériaux de construction, rénovation, démolition. Alors ça, c'est toutes des mesures concrètes qu'on a données que dans notre quotidien, nous, ça ne changera pas nécessairement de quoi parce que ça va se répercuter dans le marché, dans l'industrie et dans l'ensemble. Ça va se répercuter au bout de la ligne dans notre panier d'épicerie, dans nos choix de consommation, mais on n'aura pas, nous autres, à faire le calcul à chaque jour de changer les habitudes. Quelques commentaires avant de vous laisser partir. Quand je regarde André, par exemple, qui dit hey, moi, là, parler d'environnement, les environnementalistes, plus capables. Puis François, lui, il se dit on n'est pas capable de gérer la ville de Montréal. Comment on va réussir à gérer un réchauffement climatique mondial ou des changements climatiques mondiaux? C'est un peu ça la perception aussi des gens. Oui, des fois, on peut être découragé. Oui. Moi, je suis un éternel optimiste. Je me dis, on les connaît, les solutions. Je crois très bien que toutes nos générations actuellement en cours, c'est notre défi et on va y arriver. Les solutions sont là. Il reste maintenant à voter. Et oui, je comprends l'éco-anxiété. Je comprends que des fois, on a l'effet inverse de dire, ça ne dérange pas. Mais la chose est certaine, l'environnement a un impact sur l'économie. Et actuellement, on peut utiliser l'environnement pour un impact positif sur notre portefeuille aussi. Merci beaucoup, Mathieu Laneuville, d'être passé à l'émission. On te souhaite une belle journée. D'ailleurs, parlant de ça, il y a toujours les feux de forêt aussi qui font les manchettes. On a avec nous Stéphane Caron, qui est porte-parole de la Sopfeu. Bienvenue à l'émission. La situation sur le terrain présentement, comment ça se passe pour les pompiers? Parce que 500 pompiers qui sont déployés partout à travers le pays. Comment ça se passe pour eux? Pour les pompiers au Québec,
Ça se passe un peu mieux parce que il y a quand même eu de la pluie qui est passée dans les derniers jours, dernières heures, et on en attend encore, particulièrement dans le nord où il y a vraiment un grand nombre d'incendies. Donc en ce moment, là, la situation est en décroissance, si on peut dire. Il va rester encore pas mal de travail à faire parce que on a notamment 3 grands incendies, dont 2 qui ont brûlé en profondeur. Et pour les éteindre, il faut vraiment éteindre tous les points chauds. Donc, nos pompiers travaillent beaucoup, 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 mais c'est leur métier. Vous savez, les pompiers forestiers, les gens qui travaillent à la Sopfeu ont un drôle de rapport au feu. Hein. On veut l'éteindre, il faut le combattre, mais en même temps, il y a une passion à faire ça. Donc, le moral est quand même bon. Mais vous dites 3 foyers. À quel endroit exactement au Québec les zones sont plus critiques? On est vraiment dans le nord-ouest de la province, donc le secteur de Matagami, où on a un très grand feu. On a aussi le secteur qui est un petit peu plus au sud, là, près du parc. C'est pas un parc, c'est une réserve faunique, la Vérandrie. Et on a aussi tout près de la frontière de l'Ontario, là, à peu près à la hauteur de Lebel-sur-Quévillon, un autre feu important. Mais si vous allez au nord, encore plus au nord que ça, vous allez voir quand même qu'il y a 130 feux en activité, mais ces feux-là sont beaucoup moins critiques, c'est-à-dire que pour la plupart, c'est des feux qui ne menacent aucune communauté, aucune infrastructure stratégique et pour lesquels la pluie là, va venir faire le travail de suppression. On a Sébastien à la mise en onde qui a une question pour vous. Les feux à ciel ouvert, en ce moment, on n'en fait pas. OK, ça, c'est réglé parce qu'il y a plein de monde qui partent en vacances et dont moi qui aime bien ça, faire son petit feu en arrière de chez eux. Donc, à ciel ouvert, non. Mais si on a un pare étincelle, est-ce qu'on peut ou ça reste un feu à ciel ouvert? 2 choses. La première chose, c'est que je vais corriger la situation. On vient juste, avec le gouvernement du Québec, d'annoncer que les interdictions de faire des feux à ciel ouvert étaient levées à compter de midi. On va y avoir des gens heureux dans le camping. Oui, tout à fait, parce que la pluie, la situation fait en sorte que c'est moins dangereux. Ça fait pas en sorte qu'il faut pas éteindre correctement ces feux de camp quand on en a terminé. Il faudrait pas les surveiller. Non, il faut continuer à être vigilant, mais le danger est moins élevé. Mais pour répondre à votre question directement, effectivement, quand il y a une interdiction de faire des feux à ciel ouvert émise par le gouvernement du Québec, les foyers munis d'un pare étincelle sont permis. Mais il y a encore une fois une nuance, c'est que certaines municipalités pourraient les interdire quand même, donc il faut vraiment s'informer auprès de sa municipalité. Ça veut dire que la situation s'améliore parce qu'on a l'impression que le Québec, le Canada est à feu et à sang. Là, présentement, donc, la situation est sous contrôle si on permet les feux à ciel ouvert? Pour la situation au Québec, c'est vraiment là, c'est mieux que c'était dans les dernières semaines. On a vraiment eu énormément de feux. Là, il y a des journées où on était au-dessus de 200 feux en activité pour l'ensemble du Québec. Là, en ce moment, c'est vraiment en décroissance comme situation. On est davantage en train d'éteindre, comme je vous disais tantôt, les points chauds pour éviter que s'il y a une autre période de sécheresse, le feu renaisse de ses cendres. La situation dans le reste du Canada est quand même préoccupante. En Ontario, il y a beaucoup de feux, encore une fois, là, qui sont en activité. Donc, on est, pour faire face à toute cette charge de travail-là, autant l'Ontario que le Québec doit faire appel à des ressources hors de la province. Faut faire attention parce que notre fumée s'en va aux États-Unis puis Donald Trump est pas content. Il va falloir gérer notre boucane si on veut pas les frasques du président. Mais est-ce que c'est normal d'avoir autant de feux? Parce qu'à chaque année, quand on en parle, il y a plusieurs personnes qui vont nous dire les feux de forêt, c'est souvent causé par la foudre. On en a besoin pour régénérer les forêts. Il n'y a pas matière à s'alarmer. Vous répondriez quoi à ces gens-là? Dans la zone nordique, c'est vrai que la plupart des feux sont causés par la foudre, c'est le cas actuellement, mais si on descend un peu plus au sud, 80% des feux sont causés par l'activité humaine. Donc, il y a quand même, c'est pas juste naturel. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'avec les changements climatiques, là, on va avoir des périodes de sécheresse plus grandes. Sur un total du printemps et de l'été, on va peut-être avoir autant de précipitations, mais il va y avoir des périodes plus grandes
pour lesquels il n'y aura pas de précipitation. Et ça va faire en sorte que ça va rendre le territoire plus propice aux feux de forêt, donc il va y en avoir davantage. Et quand il va y en avoir, ils vont être de plus grande intensité et ils vont faire plus de propagation. Donc, la situation nous amène tranquillement vers des situations hors normes. Puis, je vais vous faire une confidence. Quand je suis arrivé à la Sopfeu, il y a 8 ans, on m'avait dit, Stéphane, l'endroit où il faut surveiller, selon les chercheurs, dans les prochaines années, mais ça sera pas tout de suite, c'est vraiment le secteur de la baie James. Et il va y avoir des situations critiques dans 20, 30 ans dans ces secteurs-là. Eh bien, force est de constater que ça s'est déjà réalisé comme prédiction. Année après année, le secteur de la baie James est de plus en plus sec et on a des feux de forêt à répétition dans ces secteurs-là. C'est pas très réjouissant, mais en tout cas, on va regarder à court terme en se disant que là, présentement, au Québec, ça se passe mieux. C'est mieux que ça a été, en tout cas. Stéphane Caron, porte-parole de la Sopfeu, on vous souhaite une belle journée. Bonne chance pour la suite. Bon été. Merci, vous aussi. Salut.